Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 13h pour Poulain sans réserve. Dans cette émission, on va parler de la réforme de l'assurance chômage annoncée par Gabriel Attal avec notre invité Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Et puis dans un deuxième temps, on parlera du déficit public. Les deux sont liés selon Gabriel Attal avec Michel Ruimy, économiste, professeur d'économie à Sciences Po et à l'ESCP. Si vous souhaitez réagir ou bien poser des questions à nos invités, 0826 300 300, c'est le numéro du standard. On se retrouve dans un instant pour parler de tous ces sujets. Poulain sans réserve, Sud Radio, jusqu'à 13h. À tout de suite. Sud Radio, Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Alors on va parler de cette réforme de l'assurance chômage, la troisième depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. On sent quand même un acharnement de la part de ce gouvernement. Cette fois-ci, c'est Gabriel Attal, Premier ministre, qui annonce sa volonté de revenir encore une fois sur l'assurance chômage. Pour en parler avec nous sur le plateau, Denis Gravouille, membre du bureau confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Bonjour. Bonjour. Comment vous comprenez cette accusation ou cette volonté de vouloir encore une fois revenir sur l'assurance chômage? Il faut rappeler qu'on est déjà passé de 24 à 18 mois d'indemnisation, qu'il y a toujours des questions, alors que les comptes de l'assurance sont dans le vert jusqu'à présent, même si l'État ponctionne jusqu'à 12 milliards d'euros. Pourquoi cette volonté de revenir encore sur l'assurance chômage? Alors, il y a un acharnement, ça c'est clair. Il y a un acharnement pour des raisons budgétaires, puisque le gouvernement cherche de l'argent partout, sauf là où il y en a, c'est-à-dire par exemple des dividendes exorbitants qui sont versés à des actionnaires de très grandes entreprises ou dans ceux qui ne payent plus d'impôts sur la fortune. Mais évidemment, l'acharnement, c'est aussi non seulement d'aller chercher, essayer de, par exemple, on nous parle de prendre 3 milliards par an sur les comptes de l'assurance chômage, mais c'est aussi une façon de culpabiliser les chômeurs, en tout cas ceux qui sont indemnisés, parce qu'il faut juste rappeler qu'il y en a 1 sur 3 qui est indemnisé dans ceux qui sont inscrits à France Travail, mais d'aller piquer non seulement de l'argent en faisant des économies sur leurs allocations, mais aussi en lançant un signal que il faut prendre n'importe quel petit boulot, n'importe quel job, et en fait ce que ça montre, ça ne crée aucun emploi de baisser les droits des chômeurs, tout le monde le sait, même n'importe quel économiste, mais par contre ça oblige dans la survie à aller prendre une petite mission d'intérim d'une journée ou autre, plutôt que de chercher un emploi stable. Mais alors, parce que non seulement il y a l'assurance chômage, mais on a vu le RSA aussi, qui a été modifié avec cette expérimentation qui est en train de se généraliser sur l'ensemble du territoire, sur des heures de travail bénévole en fait, ou des stages d'aide de retour à l'emploi en quelque sorte, un RSA sous condition. On a l'impression que toutes les aides sociales, tous les conquis sociaux qu'il y a pu avoir de par le passé sont remis en cause par ce gouvernement. Bien sûr, c'était le cas pour la retraite, c'est le cas pour l'assurance chômage, et particulièrement sur l'assurance chômage, parce que l'assurance chômage, il y a un discours dominant qui porte dans une partie de l'opinion pour dire que les chômeurs sont des feignants et qu'en gros ils vivent grassement de l'assurance chômage. Il faut juste se rappeler qu'il y a donc 1 chômeur sur 3 qui est indemnisé, et dans ceux qui sont indemnisés, il y en a 40% qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc vivre grassement de l'assurance chômage pendant quelques mois, c'est tout le contraire d'être un privilégié. Évidemment, il y a aussi les attaques contre le RSA, les attaques contre l'ASS, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a un certain nombre d'allocations qui sont visées, comme si les gens avaient choisi de vivre avec 600 ou 700 euros par mois. C'est évidemment tout le contraire. Le problème, c'est que ce gouvernement est incapable de créer des emplois. Il faut juste rappeler qu'il y a 6 200 000 personnes qui sont inscrites, toutes catégories confondues, à France Travail. Et puis, on nous parle de temps en temps de difficultés de recrutement pour 300 000 emplois qui finissent par être pourvus. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'emploi pour tout le monde parce qu'il y a des mauvais choix économiques. Et plutôt que de les assumer et de se rendre compte qu'il faut changer de politique, on tape sur les chômeurs encore une fois. Mais quelle politique? Parce que finalement, à les écouter, le gouvernement nous explique que c'est la conjoncture internationale, la récession en Allemagne, le ralentissement de la croissance en Chine, la guerre en Ukraine, etc. Qu'est-ce qu'ils y peuvent? Il n'y a pas eu des changements politiques. On a beaucoup de propositions qui devraient être entendues. Par exemple, il y a 170 milliards d'aides aux entreprises qui ne sont pas conditionnées à regarder ce que c'est que l'emploi. Prenons un exemple. Le laboratoire Sanofi a divisé par 2 son nombre de chercheurs et touche du crédit impôt recherche. Ils n'ont pas été foutus de trouver un vaccin, par exemple. Donc, il y a
des choses à faire pour conditionner les aides publiques, pour que ce soit des leviers pour l'investissement, par exemple dans la transition écologique, par exemple dans le rétablissement de services publics dans de nombreuses zones où on ferme et on supprime des emplois, par exemple de la santé. Donc oui, il y a des choses à faire plutôt que pour investir, pour prévoir l'avenir, pour répondre aux besoins et s'assurer que tout le monde, ou un maximum de personnes ont un emploi et un emploi stable plutôt que des petits boulots à faire quelques heures comme livreur à vélo dans des situations de précarité extrême. Et aussi cette question sur la taxation des super profits. Alors il y a eu la CRIM, cette ponction sur les profits des énergéticiens qui n'a pas rapporté tant que ça finalement. Qui a rapporté très peu, oui. On regarde des 30 milliards de super profits des énergéticiens. Je crois que c'est 2 milliards qui ont été rapportés par cette apparemment ce serait plutôt 600 millions alors qu'il visait 2 milliards. Ouais. Justement. Donc on est très loin. On sent qu'il y a une gêne de la part du ministre de l'économie et du budget et du Premier ministre de parler de ce sujet-là, ou du moins de dire oui, on en parle, donnez-moi des idées, etc. Pourquoi c'est si difficile de taxer des super profits qui sont en plus des profits de crise sur l'énergie? C'est ce qu'a dit Gabriel Attal mercredi soir. C'est non, mais nous on va pas changer notre fusil d'épaule, on va pas revenir sur les impôts et autres. Sauf que là il y a des super profits, il y a des explosions d'inégalités qui se creusent et leur victime préférée c'est de taper sur les pauvres et les chômeurs parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En réalité, en alignant par exemple sur l'Allemagne, comme c'est le rêve d'Emmanuel Macron, les conditions d'assurance chômage en les réduisant par 2 ou par 3, parce que c'est ce qui s'est passé au fur et à mesure des réformes, eh bien on dit oui, on va faire baisser le taux de chômage, etc., comme l'Allemagne. Sauf qu'en réalité, on est en train de faire exploser le taux de pauvreté. De supprimer les allocations chômage, ça n'a jamais créé d'emploi, ça n'a jamais résorbé le chômage. Par contre, ça a créé de la pauvreté, et c'est ce qui est en train de se passer de façon très nette, avec un accroissement de la pauvreté et particulièrement avec la baisse des allocations chômage. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi la faute de l'Union européenne, d'une certaine façon, de dire à la France, vous êtes un peu trop généreuse vis-à-vis de vos aides sociales, il faudrait se mettre au niveau des partenaires européens qui sont moins-disants? En l'occurrence, c'est le gouvernement français qui dit il faut faire ça. L'Union européenne, oui, mais est-ce qu'elle ne le fait pas justement parce que c'est des objectifs de l'Union? Bien sûr, quand on a des politiques sociales. Le contexte complètement absurde des traités européens qui imposent de revenir à 3% du déficit, et alors que le gouvernement s'est trompé dans ses prévisions et est à 5,5 au lieu de 4,9. Oui, évidemment, il y a une pression de cette absurdité d'aller chercher des réductions de dette, mais c'est le gouvernement français qui choisit de le faire sur le dos des prestations sociales et des allocations chômage. Bon, évidemment qu'on est dans un contexte libéral qui est très dangereux pour les services publics, pour la protection sociale, mais encore une fois, parfois, y compris en Europe, on a des directives qui sont meilleures que le droit français, et c'est le gouvernement français qui les torpille ou qui ne veut pas les appliquer. La réforme des retraites, par exemple, ça faisait partie de ces réformes structurelles demandées par l'Union européenne. N'en déplaise au gouvernement qui disait que c'était faux. C'est une réalité. Les réformes structurelles sont demandées pour les 3%, enfin l'objectif des 3%. Sont demandées par une sorte d'internationale libérale que l'on retrouve majoritairement dans l'Union européenne et aussi dans beaucoup de cercles, mais avec des raisonnements à géométrie variable. Sur les services publics ou sur les impôts, par exemple. Et là, on a quand même un gouvernement qui est particulièrement un des plus libéraux d'Europe sur beaucoup de sujets en matière de protection sociale ou de code du travail. Pour revenir à la réforme de l'assurance chômage, on a entendu Gabriel Attal mercredi soir, il parle de diminution du temps d'indemnisation, passé à 12 mois quasiment, mais il ne parle pas de diminution des cotisations des travailleurs. Donc est-ce qu'il y a là un double vol et de temps et d'argent, puisque il faut rappeler que l'assurance chômage sont les travailleurs qui cotisent pour avoir droit au chômage. Alors, comment expliquer ce silence sur l'assurance chômage, depuis déjà une première décision d'Emmanuel Macron, est financée en partie par des cotisations patronales qui sont des cotisations sur le travail, et de la CSG qui a remplacé de la cotisation salariale. Mais ça n'empêche que c'est quand même l'argent du travail. C'est quand même l'argent du travail qui le finance. Effectivement, de toute façon, il y a une façon de dire c'est l'État qui décide puisque maintenant il a repris la main. Mais c'est quand même nous qui le finançons et nous avons notre mot à dire, c'est ce que nous disons dans les négociations d'assurance chômage. Là, en gros, ce qui est annoncé par Gabriel Attal mercredi, c'est on respecte le dialogue, sauf qu'on va vous envoyer une lettre de cadrage pour négocier très vite, alors que les négociations précédentes se sont soldées par un accord qui est déjà avec des baisses qu'on n'a pas signé nous en novembre dernier, il y a 4 mois. Et là, on remet le couvert immédiatement parce qu'ils ont d'un seul coup découvert qu'il y a un problème
problème économique. Dans le budget, ouais. Avant l'été, il faut immédiatement faire des ponctions de 3 milliards, ce qui sont en finissant par baisser en gros par 2 ou par 3 les allocations chômage depuis les différentes réformes. Donc c'est évidemment une négociation impossible. Pour la CGT, il sera hors de question d'accepter de signer ou quoi que ce soit, de négocier un euro de baisse. Il nous faut même étendre l'assurance chômage pour couvrir la réponse aux besoins. Quand on est au chômage, on a besoin d'un revenu de remplacement pour pouvoir rebondir. Mais évidemment, je ne vois pas comment cette négo peut se passer autrement que par un échec et derrière un gouvernement qui dit oh, ok, très bien, nous on va décider tout seul, vous êtes incapable de le faire, de prendre les mesures courageuses. Courage de piquer dans les poches des pauvres pour continuer à enrichir les riches. Nous, on n'a jamais compris que c'était du courage, mais plutôt un scandale. Donc là, vous pensez que c'est de la communication, un faux piège qui est tendu aux partenaires sociaux pour que finalement l'État reprenne la main sur la gestion paritaire de la caisse de l'assurance chômage. C'est le jeu qui se déroule depuis 2018 avec les différentes réformes. C'est on vous laisse négocier, mais en fait dans un cadre tellement contraint que c'est le gouvernement qui décide. Donc c'est un jeu de dupes. Il faut sortir de cette question-là et retrouver une vraie négociation sur la base de ce que l'on porte quand on est en négociation, et notamment une organisation syndicale comme la nôtre. Mais est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est la volonté du gouvernement ou pas du tout? C'est pas du tout la volonté du gouvernement. Ouais. Et évidemment, il va falloir qu'on s'exprime, il va falloir faire mentir le message qui est passé dans l'opinion, comme quoi les chômeurs sont des feignants qui sont grassement payés à ne rien faire et à ne pas vouloir travailler, ce qui est totalement faux, bien sûr, puisque déjà, encore une fois, 2 sur 3 ne touchent rien, et faire en sorte que... Et est-ce que vous avez les chiffres des radiations aussi? Parce qu'on voit que ça s'accélère. Hein. Très vite, on peut être radié de Pôle emploi parce qu'on a oublié une mise à jour ou un rendez-vous. Il y a des radiations, je ne les ai pas en tête, les augmentations, elles ont augmenté depuis 2018 et les sanctions. Il y a eu une petite pause pendant le Covid, parce que c'était quand même un petit peu insupportable de virer des gens quand on ne pouvait pas travailler. Mais là-dessus, je n'ai pas les chiffres, mais elles ont augmenté. Mais surtout, il y a eu un changement du régime de sanctions qui se prépare, notamment pour le 2025, où on va y compris sanctionner les allocataires du RSA, et en leur suspendant 1 mois, 2 mois, 3 mois les allocations. C'est vraiment plonger les gens dans la pauvreté. On n'a jamais compris que aider les gens, c'était qu'on aidait les gens en leur maintenant la tête sous l'eau. Ouais. C'est évidemment le contraire de ce qu'il faut faire. Et encore une fois, il faut faire mentir cette opinion trop largement répondu, comme quoi les chômeurs sont des feignants. Ça date de siècles et de siècles, et pourtant la réalité c'est que quand on ne peut vivre que de son travail, on fait tout pour trouver du boulot, et parfois c'est désespérant, surtout quand on envoie 400 CV et qu'on n'a aucune réponse. Ça c'est difficile la réalité. À vivre, absolument. Sur les comptes de l'assurance chômage, je disais qu'ils étaient dans le vert, la dette est en train d'être résorbée sur le temps long, ça reste un compte déficitaire, mais qui va mieux que certains autres comptes. Est-ce qu'il y a là aussi une volonté d'aller chercher de l'argent ici pour colmater, prendre à Paul pour habiller Jacques, enfin comme l'expression consacrée. Effectivement, quand on dit les excédents de l'assurance chômage, il faut juste se rappeler que maintenant il y a des excédents annuels à force de baisser les droits forcément, mais la dette cumulée est quand même de l'ordre de 60 milliards. Bon, ça parle pas à tout le monde quand on... Oui, mais avec une réduction de moitié. Une réduction qui est en train d'avancer, mais avec 18 milliards qui sont dus aux dépenses liées au Covid et que l'État n'a jamais remboursé. Bon, les dettes de l'UNEDIC, les comptes de l'UNEDIC sont agrégés aux comptes de l'État, donc c'est pour ça qu'ils cherchent des économies, comme les comptes de la Sécu, c'est comme ça que c'est justement calculé au niveau européen, ce qui est aussi un problème, mais évidemment ils cherchent des économies, mais en gros il y a plein d'absurdités, parce que les décisions du gouvernement qui ont été prises font que, par exemple, on va faire un cadeau sur 4 ans d'1 milliard aux banques, parce qu'en prenant une ponction supplémentaire sur la dette de l'UNEDIC est obligée de réemprunter à toute vitesse, alors qu'elle gère sa dette sur le long terme, et donc il y a 1 milliard qui n'ira ni aux chômeurs ni à l'État, mais qui va aller aux banques en frais bancaires. C'est d'une absurdité sans nom, compris 1 milliard sur 4 ans. C'est énorme. Bah oui, c'est pas tout à fait. On peut faire beaucoup de choses avec 1 milliard. On peut indemniser beaucoup de chômeurs. C'est quand même incroyable. Vous disiez donc ce piège de la concertation impossible ou difficile. Est-ce que les différents syndicats, partenaires sociaux prévoient des mobilisations d'ampleur dans les mois qui viennent ? Alors là, c'est un tout petit peu tôt pour le dire. Il faut évidemment que chacun absorbe l'annonce, même si on la sentait venir, de Gabriel Attal, puisqu'il n'y a aucune réunion préparatoire. On nous parle de dialogue social, de concertation. Gabriel Attal a annoncé ça à la télé mercredi soir, à l'issue d'un séminaire gouvernemental, sans
aucun rendez-vous avec les organisations syndicales, et même quand on avait des rendez-vous, on disait on vous verra bientôt, y compris avec des déclarations contradictoires entre la ministre du Travail et le ministre de Bercy. Mais évidemment qu'on va essayer de s'organiser pour faire en sorte, même si c'est difficile sur l'assurance chômage, on va essayer de s'organiser et on se parle en intersyndical, c'est très très important. On va répondre. Pour l'instant, on n'a pas encore reçu la lettre de cadrage, cette fameuse lettre qui va nous dire combien de milliards on doit économiser, et tout de suite, ça va aussi nous donner un calendrier sur lequel on va organiser les mobilisations. Alors, en termes de calendrier, est-ce que les JO vont faire partie de ce calendrier pour la mobilisation sociale ? Eh bien, je ne sais pas. Nous, on n'avait pas l'intention, on l'a déjà dit, Sophie Binet l'a déjà dit, de s'attaquer spécialement aux JO, mais la colère sociale, elle existe, et si elle s'exprime à ce moment-là parce que le gouvernement veut la mettre avant l'été, eh ben on verra bien ce qui se passera. Ouais, donc là, tout est ouvert en réalité avant l'été. Merci beaucoup, Denis Gravouille, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. On va suivre ce dossier, bien sûr, de la énième réforme de l'assurance chômage, quand arrivera la lettre de cadrage et les différents rendez-vous avec le gouvernement. Merci à vous. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, vous avez tous entendu le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demandant des économies, demandant même à chacun de faire des efforts, de trouver des idées astucieuses pour essayer de sauver le budget, déficit énorme. On va en parler dans un instant avec notre invité. Et il cherchait des idées, et pourtant, on apprend qu'il y a une création d'un nouveau comité Théodule, et figurez-vous que c'est Roselyne Bachelot qui a été nommée le 18 mars dernier présidente du comité d'histoire des administrations chargées de la santé. Alors c'est un comité qui a pour mission de reconstituer l'histoire de la politique publique de la santé, d'approfondir les connaissances historiques sur le rôle du ministère de la Santé en matière de gestion des crises sanitaires. Donc ça va permettre à Madame Bachelot de revenir sur son action lorsqu'elle était ministre de la Santé et qu'il y a eu la crise du H1N1. Ça va permettre aussi de revenir sur les formidables mesures durant le Covid, le café debout, assis, les amendes sur les plages dynamiques. Enfin, on va pas refaire l'histoire, mais c'était formidable aussi ce moment-là. Donc on peut compter sur Roselyne Bachelot sans doute pour faire un travail exceptionnel. Et alors je me demande combien coûte ce comité Théodule, puisque Bruno demande des économies. Là, on apprend qu'il sera composé de 3 collèges de 36 membres, avec des recueils de témoignages, avec aussi des études, des recherches en matière d'histoire de la santé publique, et puis un pan de communication, de diffusion au sein du ministère, auprès du public, avec également des colloques et des séminaires. Voilà encore un magnifique truc dont la France a le secret. D'ailleurs, figurez-vous que les sénateurs vont se pencher sur le Haut Commissariat au Plan. Ils se demandent à quoi sert le commissaire au Plan, François Bayrou. Est-ce que depuis que ce Haut Commissariat au Plan existe, ça a servi à quelque chose ? Le CNR également, le Conseil national de la refondation, voulu par Emmanuel Macron, ce truc qui a été arrêté en rase campagne après quelques meetings. Personne ne sait non plus à quoi ça sert. Enfin, si Bruno Le Maire cherche des idées, il y a de quoi faire. Et concernant les nouvelles fonctions de Roselyne Bachelot, c'est vrai qu'elle a été ministre de la Santé, mais aussi ministre de la Culture, mais on l'oublie un peu, elle est aussi actrice, comédienne et humoriste. Elle a vraiment toutes les compétences. On l'écoute lorsqu'elle parlait non pas de la santé, mais d'autre chose. C'est la dame qui va acheter des sextoys dans le sex shop. Elle fait son petit marché, puis elle dit j'en veux un vert, un jaune et un rouge. Le gars lui dit bah oui, le vert je l'ai en stock, le jaune je vais le commander, le rouge je peux pas vous le vendre, c'est l'extincteur. Voilà, souhaitons-lui donc bon courage dans ses nouvelles fonctions. On peut bien sûr compter sur Roselyne pour que le travail soit bien fait. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Ça vous met en jambe, Michel Roumy, vous êtes notre invité. Bonjour, économiste, Alexis. Bonjour, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP. Je voulais parler avec vous, bien sûr, on en parle à l'instant avec cet appel aux économies de Bruno Le Maire, du déficit public, beaucoup plus large que prévu, 5,5%. On a l'impression que de la part du gouvernement, que ce soit à la commission du budget à l'Assemblée, mais aussi à Bercy, ils ont été pris de surprise par les mauvais chiffres qui sont arrivés en décembre. Est-ce que vous les jugez sincères ou est-ce qu'il y a là une manipulation de l'information de la part du gouvernement ?
j'ose croire que l'information économique arrive aux décisionnaires le plus rapidement possible, et ce sont les chiffres les plus vrais. Donc je pense qu'il y a un peu de manipulation de voir, parce que l'INSEE est un organisme sérieux, un institut sérieux, et je pense que il y a quand même des notes qui ne sont pas officielles et qui sont envoyées régulièrement pour informer de l'état de santé de l'économie française. Donc je pense que il convient aussi de feindre peut-être la surprise pour mieux annoncer la rigueur, voire l'austérité, et surtout préparer un discours qui va bientôt arriver, avec l'arrivée notamment des agences à la fin du mois d'avril, et surtout celle de Standard & Poor's fin mai, juste avant les élections. Et donc il convient de préparer les esprits, de montrer qu'on fait des efforts, que la situation est sérieuse, qu'on prend... Voilà. Je dirais qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'à côté des chiffres, il y a aussi le robage qui est nécessaire. Ouais, c'est donc de la communication, parce que vous parlez de notes privées, mais la Banque de France, par exemple, qui disait à l'époque que la croissance ne serait pas à 1,4%, elle tablait sur 1%, et pourtant Bruno Le Maire, qui était optimiste en diable pour faire passer le budget, 49.3, lui tenait les 1,4. Donc il y avait quand même là déjà une mise en scène communicationnelle pour le budget. Tout à fait, mais c'est tout l'objet on va dire, des professionnels, et je respecte Monsieur le Maire, où les économistes déjà étaient un peu dubitatifs sur le chiffre annoncé, et avec Monsieur le Maire qui nous annonçait la croissance. Et puis, réalité est venue, et c'est ça qui fait. Donc je pense que c'est très important de voir qu'il faut écouter les deux côtés on va dire, peut-être manière pour dire, mais attention, vous dites ça, mais il y a aussi en face des gens dont c'est le métier plus ou moins, et je dirais de les écouter aussi. Justement, des gens dont c'est le métier, les agences de notation, vous en parliez, c'est Moody's qui a dit cette semaine que les 3%, c'est totalement dingue en fait. Ça n'arrivera jamais, sauf dans la tête de Bruno Le Maire. Alors, on va mettre un peu de bémol, mais sur le fond, non. L'idée est que c'est totalement dingue ou compliqué, inatteignable dans les conditions actuelles. C'est atteignable si on ferme tous les robinets, bien sûr. Ça veut dire que ça fait des économies de 70 à 80 milliards par an. Ça veut dire, du moins 80 milliards, pardon, jusqu'en 2027. Ça veut dire un an de budget de l'éducation nationale fermé. Donc ça fait fait beaucoup. Donc dans les conditions, sachant qu'en même temps la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui on va atteindre à peu près 0,3% de croissance au premier trimestre. Ça veut dire qu'on va avoir un 0,7 jusqu'à la fin de l'année. C'est quand même un peu faible. Donc on aura moins de 1%, quoi qu'il en soit, sur cette année de croissance. On sera tendanciellement aux alentours de 1%. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant pour résorber le déficit et en même temps replanter les arbres pour les années futures. C'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, oui, on voit que la dette a explosé. On parle de 3 000 milliards d'euros de dette, plus 1 000 milliards d'euros en quelques années, accuser le quoi qu'il en coûte du Covid, le ralentissement de l'économie mondiale avec la Chine notamment, l'Allemagne en récession aussi qui n'aide pas le moteur européen, la zone euro en récession, la guerre en Ukraine évidemment. Tout ça était sur la table, on le savait. Est-ce qu'il y a des moyens de relancer la croissance à part visiblement l'économie de guerre, puisque là on a l'impression que c'est ça qui va relancer la machine. Alors je voudrais que ça, parce que quand on dit 3100 milliards, ça parle pas. Moi, comme je dis toujours, faut se ramener à l'être humain que je suis, et en gros, à peu près, ça fait 45 000 euros à l'enfant qui vient de naître et à la personne qui va décéder dans 30 secondes. C'est 45, sans compter les retraites. Tous les Français, c'est ça ? Oui, tous les Français. D'accord. Tous les Français ont 45 000 euros de dette. Voilà, avant de commencer. Et donc, voilà. Donc après, il y a d'autres dettes qui viennent s'ajouter éventuellement. Donc c'est ça qui pose problème. Alors, les moyens. En fait, ce qu'il faut voir, c'est quoi ? C'est que les dépenses publiques aujourd'hui représentent à peu près 57% du PIB. Et il y a à peu près 45 ans, on était en 1980, à peu près, on était à 46. Donc, on voit qu'il y a une progression des dépenses publiques relatives. Et qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit que ce sont principalement tous les postes augmentent, mais principalement, ce sont les retraites, c'est la santé, c'est le logement qui consomme le plus. Donc,
qu'est-ce qu'on fait? C'est que première des choses, dans une certaine mesure, si c'est faisable et bien sûr sous réserve de tensions sociales, etc., c'est qu'il semblerait qu'il serait bien de désindexer les retraites par rapport au salaire, à l'inflation. Ouais. Ça voudrait dire une augmentation de déremboursement des médicaments, ce qui veut dire qu'on tape quoi? On tape sur les postes qui représentent le plus dans les dépenses. Hein. Faut pas oublier que le social représente à peu près 40% des dépenses publiques. De l'État, ouais. Donc ça fait cher et donc on tape dessus. Donc bien sûr, alors la plus grande difficulté, c'est de discerner ceux qui on veut dire peuvent supporter une charge un peu plus lourde et ceux qui ne peuvent pas. Et c'est là la difficulté d'un fine-tuning, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une gestion très fine, dans le sens où, concrètement, on pourrait très bien... Alors après, il faudrait voir sur la réalité du critère à prendre. Est-ce que ce sont les ressources? Est-ce que c'est les impôts? Après, il y a pas mal de choses. Justement, les impôts, il y a une ligne rouge, clairement, hein, de la part de tout le gouvernement. On n'augmente pas les impôts, on ne touche pas les super profits. Alors, il y a eu un peu sur les énergéticiens, déjà une taxe particulière, mais globalement, l'idée, c'est de ne pas toucher les super profits. Pourtant, on voit bien que le CAC 40 se porte très bien. Il y a encore eu des records de dividendes, des rachats d'actions en propre. L'économie du CAC 40, elle va bien, mais l'économie réelle, on a l'impression que c'est pas la même chose. Alors, un petit bémol, le CAC 40, c'est principalement sur les entreprises françaises qui font pas mal de chiffre d'affaires en dehors de la France, à l'étranger. Alors que, bien sûr, il y a des bémols. Je dirais là-dessus, bien sûr qu'il y a à peu près 1%, je crois, des Français qui touchent 90% des dividendes, bien sûr. Ça, c'est un chiffre réel, les 1% à peu qui près, touchent 90% des dividendes. revoir à peu près là-dessus. L'idée, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui gagnent bien, donc qui, à la limite, je dirais, pourraient contribuer un peu plus. Après, sur l'idée, il ne faut pas que ça soit une taxe confiscatoire. Hein. C'est le fait de faire un effort dans le cadre de... Enfin, si on confisque 10 millions à un multimilliardaire, est-ce qu'il les voit vraiment passer Ce qu'il faut voir, c'est que les riches, aujourd'hui, sont souvent investis dans leur entreprise et leur richesse est dans leur entreprise. Donc, c'est une valeur... Voilà, sont des avoirs. Donc, c'est vrai que ce qu'il faut bien voir, c'est que il ne faut pas les prendre en tant que tels. Après, c'est de voir comment ça peut se passer. Oui. La difficulté, c'est que, par exemple, aujourd'hui, la réduction de la CVAE, je pense pas que ça se passe on va dire, cette année pour les entreprises. Donc, alors que ça perd... La CVAE, vous pouvez rappeler ce que c'est à nos auditeurs? C'est la contribution sur la valeur ajoutée. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est, je dirais, c'était engagé et ça va pas se faire. Donc la difficulté, c'est qu'il y a, aujourd'hui, on racle les fonds de tiroir, on ronge l'os un peu plus, et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut passer aux réformes structurelles, et là, ça pose beaucoup plus de difficultés. Les retraites, assurance chomage, on en parlait en première partie. Et ça pose. Et l'idée, c'est qu'avec les élections européennes, on risque peut-être, si on repasse, par exemple, et c'est ce qui est aussi ce qu'a dit M. Ciotti, c'est-à-dire que si on ne passe pas par les impôts, on ne peut pas, d'ici la fin de l'année, de passer par une loi de finances rectificative. Ouais. Et donc, M. Ciotti... Ça veut dire des nouveaux impôts. Une nouvelle impôt, bien sûr, mais une nouvelle façon de revoir. Et là, justement, M. Ciotti avait dit, oui, peut-être que finalement, je m'allierai aux extrêmes pour pouvoir défier. Donc, à supposer que ça se passe, ça veut dire qu'on met au défi le gouvernement, qu'on fait des nouvelles élections, ça peut poser aussi d'autres problèmes. Ouais, une motion de censure qui passerait, et là, tout change. Ouais. Voilà. Alors, on voit effectivement qu'il y a le timing des élections européennes qui est en jeu, donc visiblement, ce sera à la rentrée qu'on va s'attaquer à tout ça. Mais le nerf de la guerre, c'est la croissance économique, c'est la bonne santé des entreprises. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement pour ça ? Il faut les accompagner. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'État les aide beaucoup. La question, c'est de cette difficulté, c'est qu'il y a aussi aujourd'hui l'environnement qui est important. Je veux dire que aujourd'hui, lorsque vous voulez demander aux entreprises d'investir, aujourd'hui, grosso modo, c'est à peu près aux alentours de 3-4%. Il faut un retour sur investissement de 4%. Ça veut dire, est-ce que mes produits sont susceptibles d'être achetés par le reste du monde, on va dire ça comme ça, et ça pose la problématique de la compétitivité française. Compétitivité française, c'est qu'aujourd'hui, c'est le rapport Gallois qui avait dit ça en 2012, la France a des capacités, mais elle vend des produits de moyenne gamme, et on est en concurrence avec
avec des Sud-Est asiatiques. Donc on n'a pas les mêmes prix de production, donc on est en retard. Forcément perdant. On se retrouve dans un instant avec notre invité Michel Rumi qui va prendre un verre d'eau parce qu'il s'étrangle tellement le déficit est profond, pour parler des comptes publics et de l'économie. À tout de suite sur Sud Radio, 0826 300 300 si vous souhaitez poser vos questions. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec notre invité Michel Rumi, économiste, professeur d'économie à Sciences Po Paris et à l'ESCP, pour parler bien sûr de ce déficit public, comment trouver l'argent, comment relancer les entreprises. On a au téléphone un auditeur avec nous, Philippe de Caen, bonjour. Bonjour Alexis, bonjour monsieur le professeur, mes respects. Bonjour. Alors, excusez-moi monsieur le professeur, mais moi j'ai aucun respect intellectuel pour monsieur le maire. Je pense que s'il a été choisi, peut-être qu'il parlait bien allemand, il parle allemand, mais sorti de ça, écoutez, faut arrêter. Est-ce qu'on prend les gens pour des imbéciles? Je vais rester correct. Charles Pratt a sorti 2 livres. Magistrat, le cartel des fraudes. Il y a une fraude sociale et fiscale qui pourrait rapporter entre 30 et 50 milliards par an, pour les Français. Pourquoi? On a 68 millions de Français, on a 75 millions de cartes postales et de prestations sociales qui se baladent dans la nature. Je pense que là, il faut arrêter la plaisanterie parce qu'on ne peut pas endormir les gens comme ça à longueur d'années et de journées. Deuxième chose, on va se prendre, et là je finirai là-dessus, on va se prendre en pleine tête l'IA qui arrive. Oui. Et pour un petit exemple, dernièrement, vous avez l'entreprise PayPal, que je pense que vous connaissez, tout le monde, qui a licencié, grâce à l'IA, d'un seul coup, 8000 personnes. Alors le boulot, il est plus mal, il est n'importe quel prix en France. Là, il faut arrêter. Et la fraude sociale et fiscale, c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Alors, voilà, il faut du courage. Merci. Ouais, merci Philippe. On va donner la parole à notre invité. L'argent de la fraude. Alors il y avait une nouvelle hier, c'est 466 millions d'euros de fraude à l'assurance maladie qui ont été détectés en 2023. C'est très peu par rapport aux 247 milliards qui sont versés en prestations chaque année. Effectivement, est-ce qu'il y a du travail à faire par rapport à cette fraude sociale et fiscale ? Je pense que dès lors qu'il y a des bénéfices, il y a des personnes, des bénéficiaires, qu'on vient de savoir si tout le monde est éligible à ces allocations ou à ces sommes. Là, bien sûr, mais les gisements sont quand même très limites, on va dire, eu égard à la profondeur du déficit. Je dis pas qu'on trouvera une grosse masse. Bien sûr qu'il faut être rigoureux à tous les niveaux, que ce soit la fraude fiscale, que la fraude sociale, que dans tous les compartiments de l'économie. Mais ça nécessite un travail de longue haleine. Or, aujourd'hui, le temps presse. C'est ça qui convient. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait trouver rapidement de l'argent. C'est comme l'incendie commence à monter et il faut vite trouver des solutions. Et au lieu de dire qu'il conviendrait de faire ça, je remets pas en cause le fait de devoir retravailler. De le faire aussi, oui, en parallèle, mais il y a d'autres chantiers importants. Là, vous disiez, il faudrait 80 milliards en fait d'économies par an, c'est-à-dire le budget de 80 jusqu'en 2027. Oui, par an jusqu'en 2027 pour se remettre un peu à l'équilibre. Bruno Le Maire veut chercher 20 milliards, enfin 30 milliards, 10 plus 20. Qu'est-ce qu'on fait des 50 milliards qui vont manquer ? C'est là la difficulté. C'est là la difficulté où il faudra les trouver, parce que là, quand on est au début du processus, entre guillemets, il est facile de les trouver, mais plus l'on va s'approcher de la règle, on va avoir du mal à les trouver. Et c'est ça la difficulté. Si la croissance n'est pas là, on va avoir du mal à la refaire partir, de refaire partir. Justement, la croissance, il y a une sorte d'inconnu, enfin de déni de la part de Bercy, c'est de ne jamais parler des faillites des petites et moyennes entreprises, des PME. 400 faillites par mois de petites entreprises, c'est le niveau de 2008 après la crise financière. Il y a là un tissu d'emploi important. On était à Lyon hier, Sud Radio, au salon des PME. Pourquoi il n'y a pas d'intérêt, enfin on n'a pas l'impression que ce soit une priorité de rebooster le tissu économique de ces PME en France ?
C'est un problème parce que à côté de cela, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un dynamisme des créations d'entreprises individuelles, etc. Oui. Donc on amalgame en fait le solde net, si vous voulez, et on dit finalement c'est pas si mal que ça. Or en fait on regarde et quand on voit par exemple les ETI et les PME, c'est une défaillance de plus de 11% en 2023. Et comme je dis aussi, c'est que en même temps ça change complètement la structure de l'appareil productif. Oui. Les ETI, ce sont des PME, on va dire des usines pour faire simple, alors que les individuels, c'est plutôt des sociétés de services. Donc, on n'a pas la même structure. La France est en train de devenir de plus en plus une société de services, c'est pas une société d'industriels. Et deuxième chose qui est très important aussi à saisir, c'est que quand on fait des créations d'entreprises, on est beaucoup plus fragile que les plus grosses. Donc, bien sûr que le problème est là, c'est le soutien aux entreprises, de dire, celles qui créent, mais la grande difficulté, c'est cette compétition internationale et aussi la compétitivité française. Ça veut dire quoi, la compétitivité? Ça peut être soit par la qualité, soit par le coût de production. La difficulté que le coût de production, du moins salarial, on ne le touche pas, mais la grande difficulté, c'est qu'est-ce qui fait qu'une entreprise pourra trouver des relais de croissance à l'étranger. Des débouchés. Oui. Alors c'est les traités de libre-échange qui sont défendus par le gouvernement. Bien sûr, mais en même temps, est-ce que les Mercosur, mais qui sont critiqués par les agriculteurs et d'autres. Tout à fait. Tout à fait, mais en même temps, est-ce que les Français, les résidents français sont prêts à payer plus cher un produit français? Là aussi, ça pose la question de savoir, est-ce que on est vraiment, si c'est une cause nationale, prêt à acheter français? Ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens. Et quand on voit le poulet ukrainien, pourquoi il y a tant de succès? C'est parce que les personnes, on est dans un environnement inflationniste. Il est moins cher, donc j'achète. Et c'est dommage pour la France. Donc c'est ça c'est un peu un jeu d'équilibrage qui est compliqué. Ouais, très compliqué et qui pose la question de cette croissance. Il y a aussi, j'en parlais, la récession de l'Allemagne, économie allemande en récession, c'est pas rien quand même, puisque c'est le moteur franco-allemand de l'Europe. Quand il y a une partie qui est en récession, ça veut dire que la deuxième partie va pas forcément aller très bien. Tout à fait. De toute façon, là, ce qu'il faut bien voir, c'est que en 2023, l'Europe et l'Union européenne est sortie, elle a frôlé la récession rapidement, mais l'Allemagne a touché. Donc c'est vrai que on est pour 2024 dans un schéma où on n'est pas dans les meilleures conditions pour repartir, et en même temps, la France doit faire un effort supplémentaire par rapport à ses autres partenaires. Donc c'est ce qui rend un peu plus difficile, parce que si on est en retard, mais qu'on est dans un environnement positif, ça peut être une certaine dynamique à pouvoir faciliter le rattrapage. Là, on n'y est pas, et c'est ce qui rend encore plus difficile l'exercice. Mais est-ce que c'est pas les sanctions contre la Russie qui ont été aussi des sanctions contre l'économie européenne, d'une certaine façon ? Certainement, mais il y a aussi, à mon sens, c'est le fait je dirais, on n'est pas pays producteur d'énergie. Ça, oui. Donc, on est totalement dépendant. Simplement, je pense que on a fait une hypothèse de départ à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y aura plus de guerre sur le territoire, sur le continent européen, et que la Russie sera toujours, on va dire, un partenaire commercial. Et l'hypothèse a été tombée. Donc, d'un seul coup, ça, c'était un choix politique de la Commission et des dirigeants européens. Ça aurait pu être de l'aréole politique à l'ancienne en disant on défend l'Ukraine, mais on garde le gaz russe. Voilà. Après, la question est là. C'est que simplement, aujourd'hui, l'hypothèse est à reconstruire. Il y a un nouveau schéma à refaire. Simplement, on doit reconstruire et en même temps gérer on est dans la phase de transition qui est la plus difficile à gérer. Ouais, et là, on voit bien qu'il y a des difficultés. Parce que je pense que la décennie de 2020-2030, c'est celle qu'on est en train de vivre. Le monde on va avoir de nouveaux équilibres et qui peut poser des difficultés. À propos de ces nouveaux équilibres, on entend dans les discours du président Emmanuel Macron de réarmement, d'économie de guerre. On voit le ministre de la Défense dire qu'il serait prêt à réquisitionner. Enfin, il faut toujours produire plus, mais des obus, des missiles, etc. Est-ce que ça, c'est aussi une façon déguisée d'essayer de relancer l'économie par l'économie de guerre ? Alors la guerre a toujours eu, on va dire, un effet sur la croissance, sur justement les industries d'armement au sens large. Donc c'est vrai que c'est un facteur favorisant. Après, la difficulté, c'est les autres secteurs. On est totalement dépendant, c'est ce qui se passe un peu avec la Russie, où on va avoir des croissances très importantes, mais néanmoins, on va avoir des difficultés. Derrière, il y a plus rien. Donc,
d'un certain côté, c'est bien, mais l'idée n'est que on va pas faire que l'économie française n'est pas une structure. Hein. Structurellement, n'est pas une économie de guerre, d'armement. Donc c'est là aussi où on va avoir un secteur qui va être très positif, mais on n'a rien comme relais d'autres croissances. Oui, alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres, vous le disiez, on est une économie de service pour beaucoup, oui. Et l'industrie, ça va être difficile de réindustrialiser en réalité. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la France appartient à l'Europe. Donc la réindustrialisation doit se faire au niveau européen et non pas nécessairement au niveau uniquement français. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait dire, ben voilà, la France a un certain savoir-faire dans cette chose, l'Italie aussi, etc. Et donc de travailler de façon commune. On pourra pas, sachant que les délocalisations qu'on a initiées, c'est une stratégie de plus d'une vingtaine d'années, il est difficile du jour au lendemain de tout rapatrier. Donc il faut que ça mette du temps aussi à se dénouer d'une certaine manière. Merci beaucoup Michel Rumi d'avoir répondu à nos questions sur l'état des finances publiques et l'état aussi de l'économie européenne et mondiale. Dans un instant, André Berkoff et Céline Alonso, dans la culture dans tous ses états, reçoivent le journaliste Georges Malbruno. À tout de suite sur Sud Radio.